C'est bon? Bien, on va commencer. Merci à ceux qui sont là. Et donc, bienvenue. Dans le cadre de la Semaine d'action pour le climat au Collège Montmorency, on a décidé qui est essentiellement virtuel cette année, on a décidé d'organiser une série de 3 rencontres avec des acteurs inspirants de la lutte au changement climatique. Et puis aujourd'hui, avec François, c'est la deuxième. J'ai un crayon dans les cheveux. Voilà. Je vous présente François, puis il pourra se présenter vraiment mieux après. Mais François Geoffroy, enseignant en littérature au Collège Montmorency, co-organisateur, je dirais, de la grève pour le climat l'année dernière, le 27 septembre. On est le 22, donc on est vraiment bientôt à célébrer le 1 an après. Bon, il s'est passé beaucoup de choses depuis. L'objectif de la rencontre, c'est une rencontre informelle. On discutait tantôt, est-ce qu'on garde nos micros allumés ou éteints? Vous pouvez pour l'instant les ouvrir et que ça soit vraiment dynamique. Si jamais il y a trop de bruit, on pourra réajuster. Donc, si vous êtes à l'aise, on pourrait, puis François, peut-être tu veux savoir à qui tu t'adresses, on va faire un rapide tour de table, pardon, pour que tout le monde se présente, puis savoir comment vous avez entendu parler de l'événement, puis s'il y a des sujets rapidement que vous voulez discuter. Puis après ça, je vais laisser François se présenter un peu mieux, puis peut-être faire un historique là, de toute la démarche et puis répondre à vos questions ensuite. Je ne vais pas parler trop longtemps. Est-ce que c'est un plan qui vous va? Oui? Bon, super. Donc, je vais présenter rapidement. Myriam Broué, je m'occupe de la démarche environnementale du Collège Montmorency depuis plus de 10 ans. Puis je m'arrête là. Quelqu'un d'autre veut y aller? Zachary. Oui, avec plaisir, bien sûr. Bonjour, je me nomme Zachary Barbe, je suis un garçon et je rigole. Et je suis un étudiant au Collège Montmorency. Et j'ai appris cette fameuse réunion très amusante par le billet du comité environnemental Équilibre. Enchanté à tous, bien sûr. La politesse, quoi. Super, merci. Vas-y, Nathalie, je vais vous nommer parce que toujours des hésitations. Là. Nathalie. Alors, bonjour, Nathalie Wichnowski. J'occupe le même poste que Myriam à Lionel Group. Fait que je fais une intrusion chez vous à voir comment ça va se passer. Puis, c'est sûr que le sujet m'intéresse. Alors, bonjour. En passant, merci Myriam d'avoir organisé ça. Plaisir. Alison? Est-ce que tu voudrais te présenter? Ton micro est éteint pour l'instant. Elle vient d'écrire que son micro ne fonctionne pas. Problème de micro. Bon, d'accord. Alors, on passe à... est-ce que c'est Chantal Lalonde par hasard? Je ne sais pas si son micro fonctionne. Oh, il est éteint pour l'instant. Oui. Bonjour, c'est Chantal Lalonde. Je suis bibliothécaire SMTE au Collège Montmorency. Et membre du j'ai manqué le début. Oui, et j'ai manqué le début. Je suis intéressée à tout ce qui touche l'environnement. Je suis curieuse de voir ce que M. Geoffroy va dire. Merci. Le meilleur est à venir. On vient juste de commencer. Donc, Alison, je ne sais pas si tu veux peut-être rapidement te présenter dans le chat, puis on va laisser François commencer. Il y a une Nathalie aussi qui ne s'est pas présentée. C'est ça, c'est bien la Alison que je connais, qui est journaliste à la Gazette. Bonjour Alison. Je me demandais si je l'ai jamais vu en personne. OK. Donc, oui, c'est ça, il y a une Nathalie Nathalie Wichnowski qui ne s'est pas présentée, si elle a envie de dire. Oui, c'est moi qui ai la... Ah oui, OK, non, c'est toi, c'est vrai. OK, je suis désolé. Il y avait une autre personne, mais je pense qu'elle est partie. Donc, bon, ça va être tout intime. OK, bonjour. Donc, François Geoffroy, oui, je suis prof au collège depuis, mon Dieu, un bon bout de temps. Je ne sais même plus depuis combien d'années, entre 10 et 15 ans, là, quelque chose comme ça. Je suis donc cofondateur de La Planète s'invite au Parlement. Cette drôle de patente-là est née il y a à peu près 2 ans, jour pour jour, là, au moment où on se parle. Donc, les premiers événements de La Planète s'invite, en fait, ça a été des manifestations organisées en 2018 autour de l'élection provinciale. À ce moment-là, l'élection où la CAQ a été élue, tout le monde, les journalistes, beaucoup, en fait, écrivaient à droite, à gauche que, coudon, alors que la crise climatique semble de plus en plus importante, comment ça se fait que personne ne parle de climat pendant cette élection-là?
Et je faisais partie des gens, évidemment, que ça préoccupait. Alors, à un moment donné, suite à la publication dans la presse d'une chronique de Françoise David que j'avais partagée comme ça sur Facebook, juste en disant, ben, il me semble que ça prendrait une grosse manif pour ramener la question environnementale au cœur de la campagne électorale. Et c'est Camille Allaire, ma collègue ici au collège, qui m'a mis au défi de le faire, de partir ça. Alors, j'ai fait OK. C'est le genre de choses que je n'avais jamais fait, que je n'avais jamais organisé. Et ben, je dis OK, je veux bien, mais j'aurais besoin de 3 ou 4 personnes qui embarquent avec moi parce que je ne ferai pas ça tout seul. Et les gens se sont portés volontaires tranquillement, ce qui fait que j'ai été obligé de faire ce que j'avais dit que je ferais. Et on a organisé une première manifestation à ce moment-là, très rapidement, en une semaine. Il y avait, si je me souviens bien, autour de 1500 personnes. Et là, il y a un des membres là, du petit groupe initial, Julien Langlais, qui me dit « Ah, on en fait une autre la semaine prochaine! » C'est malade, on vient de passer une semaine de fou à organiser ça, mais finalement, il m'a convaincu. On en a fait une autre la semaine d'après, puis la semaine d'après. Donc, on en a fait 4 semaines consécutives. La planète, après les élections, la planète s'invite au Parlement est devenue... la planète s'invite dans la campagne est devenue la planète s'invite au Parlement. Puis le nom initial du groupe, c'était la planète s'invite dans la campagne. Donc, après ça, ben, on a été en contact avec notamment les gens du Pacte. Dominique, qui était venu parler à une de nos manifs, nous inviter dans leurs propres événements, ce qui fait qu'on a pu profiter de tout le blitz médiatique autour du lancement du Pacte pour populariser nos événements qui ont suivi. Alors, notamment la grosse manif du 10 novembre en 2018, il y avait 50 000 personnes à Montréal. Ça a été ça a été notre premier très, très gros événement, ça, où là, les premières manifs qu'on avait organisées en septembre-octobre 2018, il y avait eu quelques groupes que ça avait inspiré puis qui avaient lancé des événements aussi ailleurs au Québec. Mais c'est vraiment au moment de la manif du 10 novembre là, que les manifestations ont commencé à apparaître un peu partout. À ce moment-là, on était avant Greta. Greta n'avait même pas commencé encore à faire ses grèves pour le climat. Alors, c'était quelque chose qui est en train de se passer au Québec, qui bougeait, qui attirait visiblement de plus en plus de personnes qui étaient préoccupées. Mais suite à ça, après cette grosse manif-là de 50 000 personnes, on s'est dit, ben OK, on n'en organisera pas une plus grosse. C'était l'impression qu'on avait. Mais surtout, on s'est mis à se dire, ben, c'est pas... on a eu peur de se transformer en groupe qui fait des parades. C'est-à-dire qu'on s'est dit, visiblement, les manifs, c'est pas suffisant. Visiblement, c'est pas comme ça qu'on va aller chercher la pression nécessaire pour arriver à notre objectif. Et c'est autour de ce moment-là, en décembre à peu près, qu'on est tombé un peu par hasard. En fait, c'est un membre du groupe qui a apporté ça à notre attention. On est tombé sur le réseau Earthstrike, qui était un collectif qui était en train de s'organiser à l'international de façon purement virtuelle. Ça avait commencé, cette patente-là, par un post sur Reddit et les gens avaient comme repris l'idée ici et là, donc de lancer une grève générale des travailleurs pour le climat. Alors, on a fait, oui, OK, c'est ça que ça nous prend pour avoir le niveau de pression nécessaire pour faire bouger nos gouvernements. Alors, on a dit, on embarque. Et à partir de ce moment-là, à partir de décembre, on s'est mis à faire la tournée. On a commencé en fait par envoyer une première série d'annonces, d'invitations à travers tous les courriels qu'on avait. On s'est mis à faire une tournée des syndicats du Québec pour leur proposer de faire la grève pour le climat le 27 septembre 2019. Et là, on s'est très rapidement heurté à toutes sortes de problèmes parce qu'il faut savoir qu'au Québec, faire la grève en dehors des négociations pour les conditions de travail, c'est illégal. Et les amendes sont extrêmement salées. Là, on parle de, si je me souviens bien, c'est 50 à 100 $ par personne par jour, mais ça, c'est pour les travailleurs lambda. Là. Les membres de l'exécutif syndical, c'est de 5 000 à 10 000 $ par jour de grève en leur nom personnel. Alors, ce n'est même pas le syndicat qui paye, là, c'est eux qui doivent payer avec leurs finances. Ils sont accusés personnellement. Et dans le cas, quand il s'agit d'une entreprise privée, en plus de tout ça, s'ajoute le fait que le syndicat peut être poursuivi par l'entreprise pour perte de profit parce qu'il a fait la grève. Et s'ajoute à ça, évidemment, la possibilité du gouvernement de se mettre à voter des lois spéciales pour forcer le retour au travail et tout ça. Donc, on était face à des résistances extrêmement fortes.
à la fois des syndicats locaux eux-mêmes que des centrales syndicales qui, là, quand ils se sont mis à entendre parler qu'il y avait un collectif citoyen qui mobilisait pour une grève illégale au Québec, ils n'étaient pas trop chaud à l'idée. Mais donc, pendant toute l'année 2019, on a fait cette tournée-là. On a eu une réponse étonnamment positive. Au départ, on est embarqué là-dedans en se disant, ben, si on réussit juste à se faire inviter dans des syndicats pour pouvoir aller parler d'environnement, ça va déjà être une victoire. On n'avait pas d'attente plus que ça. La réception a été bien au-delà de nos attentes. Évidemment qu'à partir aussi du moment où on a commencé nos activités de mobilisation, mais il y a plein d'autres choses qui se sont passées aussi dans le décor. Il y a Greta qui a commencé à faire ses premières grèves. Il y a eu les étudiants, qui s'appelait d'abord La planète s'invite à l'université. On a travaillé ensemble au début. On travaille encore ensemble d'ailleurs régulièrement. Donc, les étudiants qui ont commencé leur mouvement, qui ont fait une première grève étudiante pour le climat le 15 mars 2019. Je pense que c'était quelque chose comme 150 000 étudiants en grève à travers le Québec, donc c'était gigantesque. Alors, à partir de ce moment-là, tout ça nous a permis, nous aussi, de continuer notre mobilisation, puis d'aller chercher un appui de plus en plus grand, parce que là, il y a plein de travailleurs qui sont aussi des parents, qui voyaient leurs enfants se mobiliser, qui voyaient leurs enfants pousser et qui avaient envie, qui étaient prêts, en fait, à se mettre à risque pour être là, pour sortir dans la rue, pour les aider. Alors, c'est comme ça que la mobilisation s'est organisée pendant l'année. Je pourrais en parler plus, mais je sais que Myriam, tu avais plein d'autres questions. Là. Je ne veux pas trop m'éterniser là-dessus non plus. Bien, comme tu veux, ça va dépendre aussi des gens, des questions que les gens ont, tout dépendant comment ils ont perçu cette rencontre, qu'est-ce qu'ils ont le goût de savoir. Continue, vas-y comme tu veux. OK, de toute façon, au niveau de l'histoire, après ça, on rentre dans des détails. Là. On rentre dans, c'est sûr qu'on rentre dans les négociations qu'il y a eu avec les centrales syndicales, dans les premières rencontres, de la façon dont les grandes ONG ont embarqué aussi dans le projet pour travailler avec nous. La chance jusqu'à un certain point qu'on a eu de pouvoir entrer en contact avec Greta qui s'adonnait à être à New York pour le sommet qui devait avoir lieu, qui a eu lieu à ce moment-là. Et en fait, on a pu la contacter là, par le réseau Earth Strike, justement, à travers lequel on était en contact, qui lui-même avait des contacts avec le réseau Fridays for Future. Alors, de fil en aiguille, on a réussi à tomber sur l'adresse courriel de son père, qui nous a répondu assez rapidement et on a pu organiser les visites. C'est sûr que tout ça a contribué au succès. Puis bon, à partir du moment... En fait, c'est une des choses que le 27 septembre a permis de constater, c'est à quel point beaucoup de gens étaient prêts à sortir dans une perspective de lutte, parce qu'autant au début, je pense aux premières grèves des étudiants les vendredis après-midi au secondaire, les toutes premières, c'est des toutes petites manifestations, là, mais assez rapidement, le mouvement s'est agrandi et assez rapidement, on a vu justement des institutions et des organisations de plus en plus grandes être prêtes à apporter leur soutien. Après ça, il faut voir jusqu'à quel point l'ouverture à un soutien plus large est compatible avec une dynamique véritablement de lutte et de confrontation. Parce que ça, je pourrais en parler aussi longtemps. On verra si on a envie d'aller là. Mais nous, autant c'est sûr qu'on est content du succès du 27 septembre l'an dernier. Je disais tantôt qu'on ne voulait pas se transformer en collectif qui organise des parades. Est-ce que le 27 septembre, en bout de ligne, c'est rien que ça, une grosse parade? Parce qu'à partir du moment où le premier ministre contre qui tu protestes vient marcher avec toi en disant « Youpi, j'aime la planète », tu as quand même besoin de te questionner sérieusement sur le rapport de force que tu es en train de construire. Là. Voilà. Je vais laisser la place pour des questions. Là, pour, Tout à fait, tout à fait. Bien, merci pour ce topo. Ça paraît tellement loin. Puis on dirait que j'ai revécu toutes les émotions de cette évolution quand même. C'était vraiment fascinant ce qui se passait, puis la vitesse à laquelle ça se passait, bien, surtout pour toi et ton groupe, j'imagine. Là. Donc, est-ce qu'il y en a qui avaient des questions déjà pour François sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il n'a pas dit? Il y a Zachary qui a levé la main. On peut y aller comme ça pour ceux qui ont la caméra ouverte. Vous pouvez lever la main. Sinon, les autres, vous pouvez l'écrire dans le chat. Puis, vous êtes invité à ouvrir vos caméras si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire. Vas-y, Zachary.
Oui, bonjour. Monsieur Geoffroy, dans votre parcours, dans cette belle histoire tellement extraordinaire, quelles ont été vos épreuves, vos obstacles, vos difficultés? Parce que c'est quand même gros, quand même, hein? C'est un gros projet. Et quels ont été vos efforts, quels ont été vos mouvements de pensée vis-à-vis un projet tel? OK, grosse question. Attends, ben, les obstacles, je veux dire, c'est sûr qu'il y a des obstacles évidents du genre, il y a juste 24 heures dans une journée, puis j'ai 2 ados dont il faut que je m'occupe. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, on plonge pas comme ça dans un mouvement militant sans être obligé de faire des sacrifices à droite à gauche, puis sans que des fois, à l'occasion, ça génère des tensions, là. Je peux te dire que mon grand gars n'était pas toujours enthousiasmé, et encore aujourd'hui, mes 2 enfants ne sont pas toujours enthousiasmés quand je leur dis « J'ai une petite réunion ce soir, je suis désolé, mais je vais essayer de faire ça short et de passer le maximum de temps avec vous autres. » C'est sûr que c'est pas toujours facile, mais bon, en même temps, c'est pour eux que je le fais, puis ils comprennent, là. Sinon, les difficultés. Euh, c'est difficile de parler vraiment. La difficulté principale, c'est la frustration, je dirais. La frustration de voir que malgré tout ça, on se fait à toute fin pratique ignorer. C'est-à-dire qu'on se fait répondre par des actions qui sont essentiellement d'ordre symbolique, du genre on va protéger une aire maritime que finalement était déjà protégée, on ne l'a juste pas dit. Ce genre de choses-là, ou bien on va faire une promesse de planter 2 milliards d'arbres, puis après ça, on va espérer qu'il n'y a plus personne qui s'en rappelle. Puis c'est sûr que le principal obstacle dans tout ça, c'est le désespoir et la frustration. De voir qu'il y a tellement peu de réponses. En fait, c'est de voir qu'il y a tellement peu de réponses, mais aussi, je ne sais pas si je dois dire tellement peu de conscience de la part des gouvernements ou tellement... Je ne peux pas dire tellement peu de conscience parce que je ne peux pas croire qu'ils ne savent pas. Ces gens-là sont entourés des plus grands spécialistes de leur domaine dans tous les domaines sur lesquels ils ont à prendre des décisions. Les fonctionnaires qui sont là et les scientifiques qui sont là, ils sont parfaitement conscients de la situation à laquelle on fait face et du risque auquel ils nous exposent. Alors, je ne peux pas parler d'inconscience, je peux juste parler ou bien de renoncement criminel ou bien je ne sais pas comment qualifier cette attitude-là qui me fâche à un niveau terrible quand je pense au monde dans lequel vont grandir mes enfants. Moi, je vais être vieux, puis je vais déjà avoir eu une vie bien remplie. Je crèverai, puis ça finira là. Mais mes enfants, eux autres, j'aimerais ça qu'ils puissent avoir un avenir décent. Et présentement, il y a des gens au pouvoir qui semblent décider de faire tout ce qu'ils peuvent pour s'assurer que ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que l'alternative, c'est de confronter de face des intérêts économiques puissants et c'est surtout d'accepter pour la population d'un pays au complet de cheminer vers un monde dans lequel on va consommer au moins 2 fois moins d'énergie et donc 2 fois moins de bébelles. C'est d'avoir le courage de réinventer l'ensemble de notre mode de vie. Visiblement, nos élus, à ce stade-ci, au moment où on se parle, ont renoncé à ça, ont décidé qu'ils n'avaient absolument pas l'intention de faire ça et tant pis pour les conséquences. Et j'ai envie de dire que la situation actuelle de pandémie me fâche encore plus parce que s'il y a une chose que la pandémie prouve, c'est que quand nos élus décident de traiter une situation comme une crise et d'agir comme telle, ils n'ont aucune difficulté à convaincre la population d'un pays au complet de les suivre. Ils ont tous les outils pour y arriver, ils sont capables de le faire. Alors qu'on arrête de nous dire si vraiment on prenait des mesures radicales, la population ne nous suivrait pas, les gens se révolteraient, c'est pas vrai. Il s'agit que vous soyez capable de leur dire clairement à quoi on fait face, c'est quoi le danger qui s'en vient, et que vous agissiez de façon cohérente. Parce que présentement, je n'ai pas d'autre expression que négligence criminelle pour décrire les comportements de nos élus. Voilà, ça se peut que je fasse des montées de lait comme ça quand je me mets à parler des frustrations auxquelles je fais face, parce que je dirais que dans la dernière année, surtout, le niveau de colère et forcément le niveau de radicalité du discours qui vient avec augmente de façon très, très, très exponentielle. Ben, je pense que tu dis tout haut, très bien d'ailleurs, ce que plusieurs pensent tout bas. Il y avait Zachary qui avait une question, puis il y a Chantal qui en a une aussi dans le chat, puisqu'elle dit qu'elle ne peut pas avoir de caméra et de micro en ce moment. Fait que, vas-y, Zachary, ça fait longtemps que tu as la main levée, mais on peut y aller avec la question Chantal après.
Chantal peut y arriver en premier. On va la laisser. Bon, allez, on y va. On y va pour Chantal. Donc, elle dit, j'aimerais savoir où en est le mouvement. La pandémie prend tout l'espace médiatique. Comment garder l'intérêt pour le mouvement? Bien, et en fait, au-delà de l'intérêt, moi je sais que l'intérêt est là. Je veux dire, j'ai juste besoin de voir la quantité d'appels de journalistes que j'ai eus pour fêter, entre guillemets, l'anniversaire du 27 septembre. Juste de constater qu'Alison est là avec nous aujourd'hui, je le vois que visiblement, il y a un intérêt médiatique. L'intérêt est là, mais c'est sûr que la pandémie a eu un effet désorganisant sur le mouvement, mais un effet monstrueux sur le mouvement citoyen. Évidemment, les ONG dont ils travaillent ont pu continuer leur travail de mobilisation, mais on le voit que les ONG, quand ils sont tout seuls, ils ne sont pas capables de faire bouger grand-chose. Ils essayent depuis 30 ans, puis il y a toutes sortes de contraintes qui font que leur rapport de force est limité. On pourrait en parler de ça aussi. C'est comme tout un autre sujet, ce qui limite la capacité des ONG à agir. Mais le mouvement citoyen, lui, a été complètement désorganisé. Du côté de la SEV, du côté du mouvement étudiant, c'est là que ça a frappé le plus fort. Parce que la SEV est basée essentiellement sur ses comités campus. À partir du moment où il n'y a plus de campus, il n'y a plus vraiment de comités campus organisés, surtout qu'en plus, dans le mouvement étudiant, forcément, il y a un roulement important au niveau des militants qui, à un moment donné, après 2 ans de cégep, quittent le cégep. Donc, c'est toute une nouvelle cohorte qui arrive, qu'il faut former, qu'il faut intégrer, etc. Donc, de ce côté-là, ça a eu un effet désorganisateur, mais terrible. De notre côté à nous, l'enjeu, ça a été beaucoup la conciliation de travail-famille pour nos membres qui s'impliquaient, qui là, à un moment donné, se sont retrouvés complètement débordés, là, à avoir leurs enfants à la maison, en plus de devoir faire leur job. Il ne restait plus d'espace pour militer. En plus du fait que là, ça devenait aussi très difficile de penser à des actions efficaces qu'on pouvait faire dans un contexte de pandémie. On était très réticents pendant longtemps à organiser des manifestations. Il y a eu quelques actions symboliques qui ont été faites. Il y a eu une manifestation à vélo que la SEV a calée au début de l'été. Il y a eu un petit rassemblement sur le Mont-Royal, une espèce de chaîne humaine à 2 mètres de distance, là. Il y a Mère au front aussi qui a calé une action. Donc, il y en a eu quelques-unes. Quand on a vu les grandes manifestations de Black Lives Matter cet été, on s'est dit, bon, OK, ça va être des foyers d'éclosion absolument terribles. Et on s'est rendu compte que non, finalement. Alors, on s'est dit, ça, je dirais que ça a été un moment où on s'est dit, OK, il y a peut-être des choses qu'on peut faire. Parce que jusque-là, à part quelques événements isolés, les mouvements avaient essayé de se rabattre beaucoup sur de l'activisme en ligne, sur essayer de... Et nous, tout de suite, on a fait, non, on n'embarque pas là-dedans, ça ne sert à rien, on va perdre notre temps. Mais et ça a été la conclusion à laquelle la plupart des mouvements aussi ont fini par aboutir. Je suis en train de perdre mon idée, là. Donc, voilà, c'est ça. Ça a eu un effet désorganisateur très, très important. Là, je dirais que, avec l'automne, il y a le fait aussi, je pense que beaucoup de militants ont profité de l'été avaient besoin de décrocher, avaient besoin de se reposer, avaient besoin de se recentrer. Avec l'automne qui arrive, moi, je constate vraiment un désir de relancer quelque chose. Il y a une manifestation qui a été annoncée pour samedi prochain, d'ailleurs, à Montréal et un peu partout au Québec. Évidemment, ça a été annoncé à la dernière minute, mais à date, la réception est bonne. Aucune idée de combien il va y avoir de personnes. C'est sûr qu'on ne sera pas 500 000 là, dans une manifestation calée à peine plus d'1 semaine à l'avance. Mais en fait, là, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe autour de cette mobilisation-là parce que c'est les jeunes, c'est les étudiants qui ont lancé l'appel et leur objectif a été de lancer un appel à l'ensemble des mouvements sociaux, à l'ensemble des mouvements pour la justice sociale dans le but d'articuler ensemble différentes thématiques autour de la notion de justice climatique. Ça, c'est intéressant parce que l'idée de justice climatique, c'est une idée dans laquelle nous, on est depuis un bout de temps, c'est des choses auxquelles on réfléchit, mais les étudiants ont vraiment... agit comme pionnier en tendant des perches à différents mouvements pour organiser un premier grand événement, tout le monde ensemble. Ça, je pense qu'il y a quelque chose de très, très, très porteur là, qui est en train de se mettre en place en fin de semaine pour l'avenir, dans la perspective de concilier les luttes et de réfléchir à la façon dont... C'est sûr c'est facile de se dire, la lutte climatique passe avant toutes les autres parce qu'il n'y aura plus rien si la planète meurt. Mais en même temps, on ne peut pas avoir ce discours-là devant, par exemple, je pense à un groupe de personnes racisées de Montréal-Nord qui n'arrive pas à payer son loyer puis qui a à gérer des problèmes de profilage racial. Puis
On ne peut pas arriver devant eux et leur dire « Oui, mais le climat, c'est plus important que le fait que tu te fasses arrêter par la police 3 fois par semaine puis que tu ne saches jamais quand est-ce que tu vas te faire matraquer. » On ne peut pas leur dire ça. Par contre, on est parfaitement conscient que dans un contexte de crise climatique, les populations qui sont déjà vulnérables vont être les premières atteintes, vont être les premières touchées, vont être les premières qui vont se la manger sa gueule. Alors, il faut pour nous trouver des façons de travailler ensemble, trouver des façons d'amener nos discours à se parler, à se concilier, à se répondre, parce que ce que ça nous prend ultimement pour réussir à faire véritablement face à la crise climatique, et c'est pour ça que les élus ne veulent pas y aller, c'est que ça nous prend un changement de système complet. On n'a pas le choix de repenser notre système économique pour réussir à entrer dans une dynamique de décroissance. On n'a pas le choix, à partir de ce moment-là, de repenser la question des inégalités sociales, parce qu'on n'a pas envie de se retrouver non plus avec une dictature écofasciste. On n'a pas le choix de repenser le rôle des... je ne sais pas, moi, par exemple, ça va jusqu'au rôle de la police dans une société comme celle-là. De quelle façon, et ça, c'est un discours qu'on essaye d'articuler, qu'on essaye de penser, de quelle façon est-ce que, quand on pense à la question de la justice raciale, l'arrimage avec la crise climatique est assez facile, est assez clair, est assez évident pour les raisons que je vous disais tout à l'heure. Quand on pense à un mouvement comme Defund the Police, par exemple, qui est né aux États-Unis et qui est en train d'avoir de plus en plus d'écho ici, bien, le mouvement est profondément arrimé à la question de la justice raciale. Alors, à partir du moment où on dit que la question de la justice raciale et la justice climatique vont ensemble, bien, comment est-ce qu'on développe, comment est-ce qu'on travaille, bien, comment est-ce qu'on apprend à travailler tous ensemble et comment est-ce qu'on apprend aussi à développer un discours qui va nous permettre de mettre de l'avant réellement le projet de société commun qu'on veut proposer. Parce que ce qu'on a présentement, c'est une crise qui qui est déjà en train de nous obliger à revoir une bonne partie du fonctionnement de nos sociétés. Comment est-ce qu'on veut que cette crise-là soit l'occasion de construire un monde un peu plus juste, un peu plus solidaire, un peu plus vert? Pas mal plus, en fait, si on ne veut pas que ça nous pète dans la face dans 10 ans. Voilà. Pardon, c'est moi qui avais le micro. Bon, je suis tellement d'accord avec tout ça. J'essaie de faire le lien avec la question que Alicine a posée, mais qui était un peu traitée tantôt. Puis sinon, il y avait Zachary. Vas-y, Zachary, tu avais ta question. Après ça, je pourrais lire celle d'Alicine. Avec plaisir. En fait, OK, j'espère que je ne vais pas me répéter. J'ai en fait 2 questions et vous me le disiez si je ne suis pas bien précis. C'est OK? Super. Alors, la première, c'est, on dit qu'en effet, les politiciens ne pensent pas vert. Je vais le dire de cette manière. Mais ma première question, c'est celle du passé. Croyez-vous, avez-vous des personnes mémorables en tête quand on parle de personnes qui ont essayé de justement changer le système, que ce soit économique, que ce soit environnemental? Et ma deuxième question, c'est, croyez-vous qu'un fameux président, un premier ministre, quelconque, va un jour se révéler, être plus conscient, avoir plus, désolé l'expression, mais la godasse, de changer les choses pour un avenir plus vert, mais tout aussi juste et véridique pour tout le monde? OK, ben écoute, d'avance, si on pense aux grandes figures, moi, ce qui me vient en tête, c'est les grands noms qui ont été à l'avant-plan des mouvements sociaux, peu importe lesquels on pense. Et là, on peut parler autant des luttes socialistes du 19e siècle et à des penseurs importants comme Marx, qu'à des figures, par exemple, comme Martin Luther King ou Rosa Parks au niveau de la lutte pour les droits civiques. Et toutes les figures qui ont piloté de cette façon-là des transformations de société, c'est juste de ce côté-là que ma pensée a tendance à aller. Maintenant, si tu me demandes, est-ce qu'on va avoir un jour un premier ministre qui va véritablement agir de façon cohérente avec la crise climatique? Ma réponse est non. C'est-à-dire que les élus sont profondément... C'est-à-dire qu'il n'y a jamais aucun élu qui a, à ma connaissance du moins, peut-être que quelqu'un va m'arriver avec un contre-exemple, mais à ma connaissance, il n'y a jamais aucun élu qui a amené des bouleversements de société importants sans y être forcé. Même FDR, au moment du Green New Deal, disait OK, c'est une belle idée, mais forcez-moi à le faire. Si on regarde
toutes les avancées du côté des droits humains. Encore une fois, on peut parler de la lutte pour les droits des Noirs aux États-Unis, mais on peut parler aussi de tout le système social, tout le filet social qu'on a réussi à construire au Québec et ailleurs dans le monde. Bien, les avancées qui ont été gagnées, elles ont été gagnées pourquoi? Elles ont été gagnées parce qu'il y a des gens qui sont sortis dans la rue puis qui se sont battus pour, pas parce que tout d'un coup, il y a un sauveur qui est arrivé puis qui a dit « OK, je vais vous faire plaisir puis je vais vous faire des cadeaux ». Non, parce que la façon dont notre système politique est construit, quelqu'un qui essaie de faire ça, je te garantis qu'il y a des grandes corporations qui ont des capacités de lobbying puis qui ont des capacités pour le tasser ou pour s'arranger, qui ne parlent pas trop fort assez vite. Si on regarde, par exemple, la construction du filet social, que ce soit au Canada, en Amérique ou en Europe, ça s'est fait comment et ça s'est fait pourquoi? Ça s'est fait parce qu'à un moment donné, il y avait des grèves généralisées partout et que le pouvoir s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait deux possibilités. C'était ou bien on donnait des cadeaux, ou bien on se retrouvait avec une révolution communiste sur les bras. Ils ont préféré donner des cadeaux pour éviter la révolution communiste, comme ça s'est passé en URSS. Et il n'y a que ça. Il y a un principe de base en négociation dans un contexte de relations de travail qui dit, admettons, si tu es un syndicat puis que tu veux essayer d'aller chercher un gain auprès de ton employeur. Première chose à laquelle il faut que tu réfléchisses, c'est combien ça va coûter à mon boss d'accéder à ma demande. OK, ça va coûter 50 millions. Mais si je veux qu'il le fasse, le seul choix que j'ai, c'est de faire assez le bordel pour y faire perdre 50 millions s'il ne le fait pas. Il faut qu'il réalise qu'il y a plus intérêt à répondre à ma demande qu'à continuer à l'ignorer parce qu'à force de blocage, à force de grève, à force d'action de perturbation, il va perdre plus en continuant à m'ignorer. C'est la même chose dans la situation dans laquelle on fait face. On sait que nos actions vont engendrer des coûts très, très, très importants d'abord et avant tout du côté des grandes corporations. On n'a pas le choix de réussir à développer un rapport de force qui va supposer malheureusement que s'il n'y a pas de réponse adéquate, il y a des pertes au moins aussi substantielles que celles-là qui vont être à la clé. Et c'est pour ça que nous, du côté de la planète s'invite au Parlement, on continue à croire en la possibilité de la grève, en la possibilité des activités de perturbation économique. Ça doit passer de cette façon-là. Il faut en arriver à un point où où il y a du monde en poste de décision qui vont perdre plus d'argent à nous ignorer qu'à nous écouter. C'est pas mal là qu'on en est. À partir de ce moment-là, c'est sûr que dans un contexte de pandémie, comment est-ce qu'on relance une mobilisation de grève? C'est-à-dire que caler une manif, c'est une chose, mais lancer une mobilisation de grève alors que tout le monde est en contexte de précarité économique, là, c'est autre chose. Il y a plusieurs outils qui s'offrent à nous, en tout cas, au moins au niveau de pistes de réflexion. L'idée de réfléchir, de commencer à réfléchir à un système qui, justement, ne place pas tout le monde en situation de vulnérabilité économique, comme c'est le cas présentement. On l'a vu, mine de rien, la pandémie, ça a été l'occasion de mettre de l'avant quelque chose comme la PCU, qui est un peu l'équivalent d'un revenu minimum garanti, chose pour laquelle plein de groupes se battent depuis des décennies, et que là, pas sûr que ça va rester parce qu'on voit déjà les entreprises disent oui, mais à cause de ça, je suis plus capable d'engager quelqu'un au salaire minimum puis j'ai de la misère à aller chercher de la main-d'œuvre. Évidemment, ils ne sont pas contents. Mais il y a quand même, à cause de cette expérience-là, de plus en plus de groupes et même de partis politiques qui disent on pourrait peut-être le garder même après la pandémie. Donc, c'est ça, ça ouvre la porte au moins à avoir des discours sur des alternatives économiques. Puis après ça, pour nous, je te dirais qu'on est beaucoup en période de réflexion pour essayer de préparer une base pour les prochaines étapes. Il y a un projet qu'on devait lancer juste avant la pandémie qui a été mis sur la glace, qui est le Réseau des travailleurs pour la justice climatique. On va probablement, dans les prochaines semaines, là, on est en discussion par rapport à tout ça, mais lancer des premières formations pour donner des outils à des gens qui, sur leur lieu de travail, ont envie de lancer un comité pour préparer d'éventuels votes de grève, c'est-à-dire pas nécessairement pour mobiliser pour une grève à brève échéance, mais pour commencer à organiser à l'échelle de son milieu de travail. En fait, pour réfléchir à, OK, moi, ma gang dans mon milieu de travail, j'ai l'impression qu'avec leur niveau de conscientisation actuel, ils sont rendus là.
je leur ferai pas voter la grève, mais je pense que je suis capable de les organiser pour s'assurer qu'à la prochaine grande manif, on fasse un contingent puis qu'on débarque là en masse. Ça, je pense que c'est faisable. Fait que, OK, on va t'outiller pour que tu réussisses à atteindre cet objectif-là. Et une fois que cet objectif-là aura été atteint, bien, on va réfléchir avec toi à c'est quoi la prochaine étape, de façon à ce que, éventuellement, dans 6 mois, dans un an, peut-être, ta gang soit prête à aller vers un vote de grève. C'est la stratégie qu'on est en train de développer. C'est quelque chose qu'on essaie de lancer. Comme je te dis, on est à peine en train de retrouver nos moyens d'action puis notre capacité à s'organiser de notre côté aussi. Mais présentement, c'est dans cette direction-là qu'on avance. J'ai hâte de voir la suite. Moi aussi. Oui, il y avait Alison qui, je pense, avait le goût de t'entendre un peu plus sur, tu me diras si je lis mal, là, mais est-ce qu'il y a quand même des leçons à tirer de la réponse à cette urgence en faisant référence à la pandémie? Et puis, c'est ça, est-ce qu'il y a un lien à faire entre la pandémie et l'urgence climatique? Tu en as glissé un mot déjà tantôt, là, mais je vais répondre à la deuxième partie de la question qui est la plus évidente pour moi. C'est sûr qu'il y a plein de gens en début de pandémie qui ont tissé des parallèles sur le fait qu'à partir du moment où on fait de plus en plus de déforestation, les contacts entre des espèces vulnérables et les humains se multiplient et qu'il y aurait un lien entre la transmission du virus et, par exemple, les activités de déforestation en Chine. Bon, ça, c'est une chose. C'est sûr qu'aussi, on peut mentionner, bien évidemment, le fait qu'on vit dans un monde de plus en plus interconnecté et que les transports aériens, qui sont à la fois source majeures de GES ont été un facteur de propagation de la pandémie majeur aussi. Bon, ça, c'est des choses qu'on a abondamment entendues en début de pandémie. Après ça, des leçons à tirer de la réponse à l'urgence, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et pour moi, ça, c'est évident. À partir du moment où un gouvernement traite une situation comme une urgence, il est capable de convaincre la population que c'en est une et de les embarquer dans un projet, mais dans un projet qui doit être un projet de société. C'est sûr que c'est plus facile. Je ne sais même pas, en fait, si c'est plus facile de convaincre une population de réagir à une urgence sanitaire en disant, écoutez, vos vies sont menacées ou si ce n'est pas les vôtres, celles de vos proches, de vos parents, de vos êtres chers. C'est sûr que c'est un argument de poids, mais je ne peux pas croire que l'argument de donner un monde décent à vos enfants ne soit pas un argument aussi fort. Et surtout, à partir du moment où on parle justement non plus simplement de réagir à une menace, mais de bâtir un projet de société, on peut-tu s'entendre qu'au Québec, on a besoin de ça, un projet de société, qu'on s'ennuie du temps où on en a déjà eu un qui ressemblait vaguement à quelque chose pour le peu de temps que ça a duré? Ça serait-tu le fun d'avoir un vrai projet de société au Québec? Et je pense que oui, je veux dire, n'importe quel gouvernement qui prendrait véritablement la crise au sérieux aurait la possibilité de rallier. En tout cas, j'ose espérer. Vas-y, Zachary, s'il n'y en a pas d'autres, vas-y. Excusez-moi, autant de questions. Vas-y, je te remercie. Merci. En fait, merci à vous. Mais là, je vais poser une question qui est pour moi, de mon avis, très sérieuse. OK? J'ai vu un article, OK? Je mets une mise en contexte. J'ai vu un article que l'école nous a montré que les airs climatiseurs transmettent du dioxyde de carbone, que, en fait, ça pollue encore plus notre planète. Est-ce que je vais en venir avec ça? OK. Au revoir, Alison. Oh non! Excusez-moi. Ce que je veux dire avec cela, c'est qu'on parle d'habitude. Parce que clairement, l'article en question, désolé, hein, je ne me rappelle plus du titre, je m'en excuse 1000 fois. L'article en question voulait qu'on enlève l'air climatisé à tout le monde parce que ça pollue beaucoup trop, paradoxalement. Mm-hmm. Ce que je veux dire par là, c'est que justement, en philosophie encore, oui, l'école, hein, c'est fou, la philosophie, je tiens à le dire aussi. Eh bien, on nous dit l'habitude. William James, dans l'un de ses articles, l'habitude parle que les gens ont peur de changer les choses. Vous parlez de système, justement. Les gens ont peur d'essayer des nouvelles choses. Par exemple, on parle des animaux, qu'on doit moins manger de viande, qu'on doit faire du transport en commun. Mais les gens, l'humanité, ça dépend quel avis à tous. Là, je parle objectivement, bien sûr.
Il y a beaucoup de difficultés à se dire, oh, je vais prendre l'effort d'appeler un ami qui s'en va à la même direction, au même lieu que moi, ou juste de se dire, OK, je vais manger une bonne vieux de salade à la place de manger un gros burger de chez McDonald's. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que peut-être, oui, tout cela, c'est très bien, mais quand on veut changer les habitudes des gens, est-ce pas trop difficile? Parce que nous avons tous vécu dans une mode de vie et quand on leur demande de changer, ça peut être radical au point que eux, ils peuvent le prendre offensant. Ça peut être très attaquant pour eux qu'on le dit, OK, on doit changer vos habitudes parce que justement, ça peut être dangereux pour l'humanité. Mais pourtant, même malgré ce gros avertissement qui est déjà là, l'extinction de la race humaine, c'est énorme, et on va se le dire. On est une race tellement unique dans l'univers. Eh bien, des gens ne vont pas être capables, malgré les grosses conséquences qui peuvent tout droit nous frapper en plein fouet. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, ben écoute, il y a deux choses dans ta question. Il y a la question des aires climatisées, puis il y a la question des habitudes. Je vais m'assurer de répondre aux deux parties par laquelle je commence. Si on va y aller avec les clims, parce que c'est plus court, je pense, comme réponse. Commencer par cette partie-là. La question de la clim, oui, effectivement, c'est les émetteurs de GES majeurs. Ce n'est pas du carbone, c'est les gaz réfrigérants qui sont qui sont des sources de GES très, très, très importantes, surtout en fin de vie de l'appareil, s'ils ne sont pas recyclés, s'ils ne sont pas récupérés. Je sais que ça fait partie des mesures, ça, avec lesquelles les gouvernements flirtent de rendre obligatoire le recyclage des produits réfrigérants et c'est effectivement quelque chose qui pourrait avoir un impact très significatif à moyen terme. Après ça, bon, c'est sûr que lié au climatiseur, tu as toute la consommation d'électricité et surtout si on est dans un coin du monde où l'électricité est produite au charbon ou est produite au gaz de schiste ou est produite, bon, peu importe. Ici, bon, ça va encore parce qu'on a des surplus hydroélectriques. Si le gouvernement peut décrocher de son idée d'être la batterie de l'Amérique du Nord au complet, on va peut-être déjà pouvoir s'assurer d'utiliser nos surplus, en tout cas dans un contexte qui nous permette de ne pas trop prendre une drop au niveau de nos modes de vie. Bon, fait que ça, la question des gaz réfrigérants, oui, c'est quelque chose. D'où l'importance aussi. C'est sûr qu'à partir du moment que la température va augmenter, je veux dire, on le voit déjà cet été. L'été dernier, il y a eu des chaleurs absolument épouvantables. Moi, je veux dire très honnêtement, plus je vieillis, moins je suis tolérant à la chaleur. Alors, je me suis acheté une petite clim que j'ai mis dans ma fenêtre pour réussir à passer à travers les pires journées, parce que ça devient épouvantable. Après, ben, il faut réfléchir à des capacités. Tu sais, quand on parle de descente énergétique, c'est sûr qu'il y a des choix à faire. Qu'est-ce qu'on coupe et où on le coupe? Et c'est une des raisons, et là, je vais aller vers la deuxième partie de ta question, c'est une des raisons pour lesquelles penser en termes d'action individuelle, c'est absolument, je n'irai peut-être pas jusqu'à dire contre-productif, mais en tout cas, c'est profondément insuffisant parce que ce n'est pas des choix qui doivent reposer sur les individus. Ce n'est pas des choix qui auront une quelconque efficacité de toute façon s'ils reposent sur les épaules des individus. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire la morale aux gens pour leur dire manger de la salade. Ça ne m'intéresse pas parce que j'aurais beau faire la morale tant que je veux. Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas de politique nationale pour limiter la quantité de viande qu'on a le droit de consommer à l'échelle du pays, ça va avoir un impact parfaitement dérisoire et ça va juste faire chier mes amis qui ont autre chose à faire que de se faire la morale. Alors, c'est vraiment à cette échelle-là qu'il faut penser les changements. C'est à cette échelle-là qu'il faut développer le rapport de force. Et après ça, ben, la question des habitudes, est-ce que les gens vont accepter le changement? Je n'ai pas de réponse claire à te donner. Ce qu'on sait, c'est qu'à partir du moment où on est dans un contexte qui est perçu comme une pénurie, là, les changements se font. Je peux te donner, par exemple, comme exemple de la crise du pétrole à Cuba. À partir du moment où, mon Dieu, je ne sais plus, c'est dans les années 70 ou 80, je ne sais plus. À partir du moment où Cuba manquait de pétrole, ben, les gens ont fait preuve d'une quantité de débrouillardise épouvantable pour changer leurs habitudes et pour réussir à garder justement un mode de vie décent. Les jardins privés ont explosé, l'agriculture urbaine a explosé. On a vu sensiblement la même chose en temps
de guerre. À partir du moment où un contexte est perçu comme un contexte de pénurie et que ce n'est pas de « t'as-tu le goût de changer », mais que c'est « t'as pas le choix de changer », les gens sont prêts à accepter des changements. Puis on l'a vu aussi, encore une fois, ici en contexte de pandémie. C'était pas « t'as-tu le goût de changer », c'est « t'as pas le choix de changer ». Et à l'intérieur de ce changement-là, comment est-ce qu'on peut discuter collectivement pour faire en sorte de mettre de l'avant des solutions qui vont être le moins dommageables possible, le moins difficile possible, qui vont surtout permettre à ceux qui en arrachent déjà de se sortir la tête de l'eau. Puis bon, une autre chose qu'on peut mentionner par rapport à ça, c'est sûr, c'est aussi la question des inégalités terribles en termes de production de GES. Quand bien même j'écœurerais mon voisin pour qu'il mange plus de salade pendant 3 semaines. On sait que la quantité d'émissions produites est directement reliée à la quantité de notre budget, évidemment, donc à la grosseur de notre budget et donc à la quantité d'argent qu'on dépense. On sait qu'un milliardaire va produire pas mal plus de GES que mon voisin. On sait pertinemment que quand Jeff Bezos décide de prendre son jet privé pour aller faire son épicerie, ça va émettre plus de GES que moi, je vais être capable d'en faire dans l'année. Alors, avant de faire la morale à mon voisin, ça serait le fun de s'assurer que Jeff Bezos arrête de prendre son jet privé pour aller dire bonjour à son ami pendant un week-end. Tu sais, je veux dire, les gains majeurs qui doivent être faits, ils sont à ce niveau-là. Et ces gains majeurs-là, justement, si on accepte de faire face à cette question-là des inégalités, c'est là justement qu'on réussit à construire un discours où les différentes luttes sociales sont capables de se parler, sont capables de s'arrimer et où on peut être plus fort parce qu'on travaille collectivement à mettre de l'avant un projet de société. Voilà. Est-ce que je peux apporter mon grain de sel? Vas-y, Myriam. Ben oui, non, mais je trouve ça super intéressant parce que, tu sais, les dérèglements climatiques, là, tu sais, je pense que toutes les façons sont bonnes de s'y attaquer. Tu sais, puis, tu sais, chaque petit geste compte, je sais que ça peut achaler certains. Moi-même, ça me fait mal quand je le dis, là, mais des fois, ça sort quand même parce que je suis plus dans le mode de sensibilisation. Mais tu sais, il faut quand même... Ben, puis j'ai une question qui vient après ça, là. Mais tu sais, je pense que la sensibilisation qui est faite au quotidien par tous les organismes en environnement que tu connais bien, là, que tu as fréquenté, les gens de ces organismes-là, ben, je pense que toute cette mobilisation-là, parfois peut-être anodine sur des gestes personnels, font en sorte que peut-être les gens sont plus informés déjà, ils sont peut-être plus prêts à passer à l'étape suivante, d'agir, de descendre dans la rue, s'impliquer. Donc, je vais juste peut-être apporter ça. Sinon, ben, je ne sais pas s'il y avait d'autres gens qui avaient la question, mais une question plutôt. Mais ça amènerait à ma question. Est-ce que tu vois les impacts positifs quand même, puis on en a glissé un mot tantôt déjà, sur cette manifestation, toute cette mobilisation-là de l'année passée? Tu as vu des changements quand même? Des changements symboliques. C'est-à-dire qu'on a eu une campagne fédérale l'an dernier où on a beaucoup parlé de climat. Hein. C'était tout de suite après la grande manif. Alors, tout d'un coup, on en a vraiment beaucoup parlé, plus que dans aucune campagne fédérale de mon souvenir. Mais on en a parlé pour dire quoi? On en a parlé pour, encore une fois, le Parti libéral a promis de planter 2 milliards d'arbres. On n'a pas planté un seul. Et même la chef du Parti vert, en débat des chefs, on lui a demandé si elle mettait de l'avant la décroissance. On le sait, là. On le sait qu'on n'a pas le choix de passer par là. Il n'y a aucun expert crédible dans aucun domaine, à part quelques idéologues vendus à l'industrie pétrolière, qui sont capables de nous soutenir de façon convaincante qu'on peut atteindre la carboneutralité, parce que c'est ça qu'il faut, c'est ça l'objectif. Hein, ce n'est pas juste de réduire, c'est d'atteindre la carboneutralité. Il n'y a absolument aucune étude crédible qui nous permet de dire qu'on peut faire ça autrement qu'en passant par la décroissance, c'est-à-dire qu'en réduisant notre consommation et donc en réduisant notre production, donc en repensant notre rapport au travail et la façon dont le travail et l'économie au complet est organisée. Il n'y a personne qui est capable de défendre ça de façon crédible. Quand la chef du Parti vert se fait poser cette question-là en entrevue, en débat des chefs, et qu'elle dit oui, on est pour la croissance verte, parce qu'elle a peur de la réaction, elle a peur de choquer en prononçant le mot décroissance dans un débat politique, ben, ça montre à quel point on
on n'a pas encore été capable d'aller au-delà de gains symboliques. C'est-à-dire que ce à quoi j'ai l'impression qu'on est en train d'assister, moi, c'est qu'on a des politiciens qui font ce que les compagnies font depuis 30 ans en termes de greenwashing. C'est-à-dire qu'ils essayent de se peinturer en vert de toutes les façons possibles. Mais il y a une chose très simple qu'il faut faire si on veut se diriger vers la carboneutralité, c'est amener tout de suite, demain matin, une limite à la quantité de pétrole, de gaz et de charbon qui peut être brûlé à l'intérieur de nos frontières. Il faut le faire. Et à partir du moment où on fait ça, bien, forcément, ça nous amène dans une descente énergétique, donc une descente économique. Et je lisais Stan Cox cet été, un auteur, je t'ai donné les références quand tu m'as demandé de te suggérer des lectures, un auteur de Green New Deal and Beyond, un bouquin super intéressant, ma lecture de l'été là, en termes de questions environnementales. Il met de l'avant une solution fort simple. Il dit, oui, OK, le Green New Deal, ça va, construisons des éoliennes, fantastique, youpi, construisons des panneaux solaires. Présentement, on sait qu'à cause justement de notre consommation et notre production qui augmente d'année en année, à la fameuse croissance économique, bien, notre consommation énergétique augmente elle aussi d'année en année. Alors, on aura beau construire des éoliennes et des panneaux solaires tant qu'on veut. Présentement, ce qu'on est capable de mettre de l'avant n'est même pas suffisant pour compenser l'augmentation de notre consommation énergétique d'année en année. Alors, on aura beau se mettre à en construire, bien, si on consomme toujours de plus en plus d'énergie, bien, à un moment donné, il va manquer de place et il va manquer de matériaux là, pour les mettre, ces panneaux solaires et ces éoliennes-là. La seule et unique façon de véritablement réduire ce que Stan Cox propose, que Naomi Klein a repris aussi comme idée de façon un petit peu plus timide, elle le mentionne, de façon moins ferme que Stan Cox. Stan Cox propose carrément de nationaliser l'ensemble de l'industrie pétrolière et gazière pour en planifier la fermeture graduelle. Et là, à partir puis bon, évidemment, d'appliquer le même mécanisme au niveau de nos importations, il ne s'agit pas de fermer l'industrie ici pour importer plus. À partir du moment où on est dans un contexte où on est forcé parce qu'il y a tout simplement de moins en moins de pétrole disponible, bien là, on entre dans une situation où on est obligé de réorganiser notre société. Et avec le genre de délai qu'on a devant nous, avec le genre d'urgence à laquelle on fait face, il n'y en a pas d'autre moyen. Et tant et aussi longtemps qu'un politicien n'aura pas le courage de dire c'est ça qu'il faut faire, moi, je suis désolé, mais ce que je vais entendre va sonner comme de la bullshit à mes oreilles, là. Comme exactement le même genre de choses que j'entends depuis 30 ans, qui est toujours des tentatives de dire, ben oui, on va dire que c'est grave, que c'est important, puis on va donner l'impression qu'on fait quelque chose. Mais la seule chose qu'il faut faire, ça, on en parle le moins possible. Voilà. Merci tellement, François. Puis Chantal, je pense, je ne sais pas si elle a quitté, mais elle est là, puis elle dit « Je suis dans les gestes individuels et j'écœure mon entourage depuis trop longtemps. » Elle dit « Merci beaucoup, ça m'a fait du bien de vous entendre la prochaine. » Donc, c'est vrai que souvent, on pense qu'on est dans les grosses actions, puis finalement, on gère des petites affaires, puis que faut pas on peut pas la réponse est politique. La réponse est politique. La réponse passe par la politisation et par des moyens de pression politique. Il n'y a pas d'autre façon d'y arriver. Pour moi, ça, c'est une évidence.